Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qui fait la force de Aina en s'attardant sur les détails. En effet, les épisodes étant riches, il est facile de passer à côté de certaines choses qui font le charme de ce qu'on contemple. On va commencer par le premier épisode, Auction Day, publié le 27 mai 2020. Évidemment, je vous invite à regarder l'épisode avant de visionner cette vidéo. Pour nous mettre dans le bain, nous allons regarder 5 secondes de Esoteric Retina de Osamu Asato, car c'est ce que fait chaque fois le créateur de la série avant d'écrire un script pour Aina, sauf que lui c'est pas 5 secondes. Voilà. Bon, tout d'abord, l'épisode a une approche classique pour nous montrer le principe de la série Aina. En effet, pas de fil rouge et encore moins d'introduction complète de personnages. On arrive alors que nos protagonistes se connaissent déjà, on comprend vite leur caractère et l'univers délirant dans lequel nous sommes. Si on se penche sur l'aspect visuel, la vidéo est en 4 tiers, un format qui n'est plus adapté à nos appareils modernes et aussi qui n'est pas optimisé pour notre vision humaine, à savoir que c'est vers 2000 que le 4 tiers a commencé à disparaître au profit du 16/9. Si on se concentre sur l'animation et la qualité de l'image, on voit notamment que le personnage d'Aina est pixelisé, la 3D est plutôt simple et on a des animations mal compressées. Tout ceci renvoie à des jeux comme The Town with No Name. Le créateur l'a dit lui-même que c'était sa source d'inspiration. Mais ça fait aussi penser au jeu de Animation Magic, publié dans les années 1990, comme I Am Mean ou le fameux Link's Face of Evil. On voit aussi une référence au site datant d'avant 2000 avec ce genre de gif. La qualité audio va de pair avec l'esthétique, car tout est compressé. Maintenant, concernant les personnages, nous avons Aina qui a visiblement des troubles de type bipolarité. Alors même si sur papier ce n'est pas super amusant, le fait que ses émotions soient poussées à l'extrême donne des répliques plutôt drôles et ça crée aussi un décalage. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est concernant sa nature. Est-ce un être fantastique ou bien un robot? Difficile de trancher car ces bugs pourraient être simplement un parti pris artistique. Après, nous avons Moony, qui est une petite lune ouvertement inspirée de notre chef-d'œuvre français, à savoir Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Elle a un caractère de brute et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, quitte à être vexant, mais on sent qu'elle est très copine avec Aina. À présent, regardons l'épisode de plus près. Tout s'ouvre sur ce premier plan. On peut supposer que c'est la nuit car il y a une lune. Enfin, vous m'avez compris quoi. Il y a aussi ce sablier qu'on peut noter. On est visiblement dans un cimetière. On enchaîne sur Moony qui avance avec Aina pour trouver une place. A noter que Moony est fixe et que c'est le décor qui bouge, donnant l'impression que le public s'étale sur 4 km de long. D'ailleurs, on remarque que Aina bouge de façon très étrange, et bien c'est parce qu'il faut savoir que Roel G, le créateur de la série, est un énorme geek. Et il place tout le temps des références. Parfois il le dit directement et d'autres fois c'est au spectateur de le deviner. Ici c'est une référence à Once in the Lifetime de Talking Heads, que vous devez absolument regarder tout de suite. Car vous y verrez cette référence. On apprend par la bouche de Aina que les enchères sont un grand jour, supposément car ils sont rares. Ce qui est amusant, c'est qu'elle semble reprendre le code des jeux éducatifs de l'époque, car elle s'adresse ici directement au spectateur en regardant droit dans les yeux. C'est aussi là où elle a son premier craquage, et on s'aperçoit donc que c'est un homme qui double sa partie heureuse, alors que c'est une femme qui double sa partie triste. Ce qui n'est pas forcément étonnant. En effet, on voit plutôt la joie comme une émotion robuste alors que la tristesse est quelque chose qui reflète une sensibilité. Après, on remarque que la série utilise volontairement des animations un peu mal fichues pour renforcer le côté insolite. Par exemple, là on peut apercevoir le cadre de la statique et ce semblant d'animation en utilisant du flou. Voici que Aina s'excuse de sa crise montrant qu'elle n'en a pas le contrôle. Ensuite, on enchaîne sur une perspective flinguée. La scène est là, mais la caméra va tout droit, ce qui ne fait aucun sens. Il nous a alors introduit le personnage du commissaire-priseur qui s'anime que lorsque la cassette se connecte à lui, laissant penser que ses messages sont automatiques. D'ailleurs, il déclare la chose suivante. Ce qui est assez étrange, parce qu'Aina déclarait tantôt qu'il s'agissait d'un grand jour, mais si ça arrive tout le temps, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors soit c'est dû à la cassette, car l'être n'a l'air conscient que quand elle se connecte à lui, ou soit Aina vit pleinement chaque jour. Toutefois, le titre de l'épisode est Auction Day, laissant vraiment à penser que c'est un événement particulier. Alors qu'on réfléchit au fait que le commissaire-priseur ressemble un peu à Nabeshin de Excel Saga, il balance la phrase suivante. Je rappelle que nous sommes à des enchères, c'est donc une petite pique envers le capitalisme, car on achète pour oublier notre malheur, comme vous regardez cette vidéo pour compléter le vide existentiel qui vous empêche de dormir chaque soir.
Mais non, je rigole. On nous présente l'objet du jour qui est en 3D alors que tout le reste est en 2D. Même le commissaire-priseur est étonné par ce qu'il voit, ce qui est bizarre car justement on pouvait penser que la cassette lui faisait répéter un même speech, alors que là visiblement il a un espèce de libre arbitre. Pour l'anecdote, sachez que le chien présent dans le sablier est trouvable sur l'image profil de RoLG, mais surtout qu'il est inspiré du vrai chien de l'artiste, à savoir Donna, que vous pouvez retrouver sur ses photos. Toujours dans les détails, l'animation du sablier qui tourne bug un peu. Ainsi, comme rien ne fait sens, on vend un objet qui n'a aucune utilité, et la monnaie semble être le chocolat. Ensuite, remarquons que même la partie joyeuse de Ena ne fait pas sincère quand elle parle, car elle est dopée à l'euphorie, et du coup, plate dans ses intonations car constante. Aussi, autre détail de bidouillage pour éviter de faire un décor, on a des gros plans, ce qui est assez oppressant. On a un petit échange entre notre duo montrant que Mooney aussi est bizarre, à tel point que Ena trouve ça louche. Ce qui est intéressant car même si rien ne semble avoir de sens, les personnages trouvent certaines choses véritablement étranges. On est le commissaire-priseur et maintenant Ena. Les enchères se poursuivent. Ena et Mooney ne semblent pas intéressés car elles ne participent pas, alors que l'objet avait l'air de leur plaire tantôt. Une fois de plus, on a un truc qui ne fait pas de sens. C'est que les tombes semblent savoir parler, et aussi ça rend absurde la scène du début car Mooney et Ena cherchent une place alors que visiblement les tombes ne peuvent pas se déplacer. Alors que les enchères se poursuivent en chocolat, un gars balance qu'il achète le tout pour a big catty. Alors c'est assez compliqué à traduire en français, mais il faut savoir que catty est un terme utilisé pour parler de femmes de façon pas très respectueuse. En gros, on pourrait le traduire par chienne. Oui, je sais, c'est rigolo parce que eux c'est des chats, nous c'est un chien. Et oui, l'humour imprévisible de Ena ne se refuse absolument rien. Hélas, tout est interrompu par une pluie de pierres. C'est drôle parce que ça s'oppose à l'eau. Une fois de plus, la perspective est flinguée car Ena est à gauche puis à droite dans le zoom. A savoir que la moitié de ce nuage visage volant est modelé à partir du visage de RoLG. Ce qui est amusant, c'est que les personnages sont en situation de danger, même certains semblent mourir, mais Mooney a comme seule réaction de l'agacement car les enchères risquent d'être annulées. Bah, chacun ses priorités, je suppose. D'ailleurs, il faut savoir que les êtres du monde de Aena ont pour la plupart été inspirés par l'art de Zdzislaw Beksiński. Et pour les tombes, ça semble être le cas car elles pourraient renvoyer à cette œuvre. Voilà, vous avez votre dose de cauchemar pour la semaine. Alors que Aina a une nouvelle crise, elle vomit. Remarquons qu'elle reste bleue et jaune mais qu'elle parle avec sa voix triste, montrant que ces crises ont plusieurs niveaux de gravité. Toutefois, au tout début de l'épisode, on pouvait déjà voir Ena principalement triste. En fait, si on regarde Ena de face, on a l'impression que l'une de ses faces parle à l'autre, car une bouche se dessine et ça varie en fonction de son émotion. Oui, c'est un chara-design de génie. Alors qu'elle est paisiblement dans sa flaque de vomi de statique et qu'elle nous fait une nouvelle référence à Talking Heads, on remarque qu'elle n'a pas de cou et que le chien du sablier sort de la statique avec un son de pessin. Il est difficile de dire s'il s'est téléporté depuis le sablier ou s'il s'agit d'un second chien. Ce qui fait vraiment ressortir le côté anarchique de la scène, c'est qu'on pouvait s'attendre à tout sauf au chien qu'on a vu précédemment dans le sablier. Le détail étant que le son de PS1 n'est pas juste un MP3 lancé en vrac, mais quelqu'un qui semble avoir enregistré un son de PS1 depuis un appareil à une certaine distance. C'est ainsi que s'achève le premier épisode d'Aina, et il faut dire que c'était intense. Pendant le générique de fin, on peut techniquement voir les storyboards de l'épisode, sauf qu'ils sont cachés par les crédits. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes, mais les storyboards, mince à la fin. Plus sérieusement, on va s'attarder sur les personnes derrière la série. Tout d'abord, nous avons le compositeur qui est Oliver Buckland. On apprend la chose suivante, Ena exploite des OST qui existaient déjà 4 ans auparavant. En effet, elles n'ont pas été composées pour la série, alors que oui, je suis d'accord avec vous, elles collent trop bien. RoLG s'est probablement tourné vers cet artiste car ses compositions sont vraiment étranges mais conservent une mélodie. Et ce qui est vraiment important, elles font rétro. D'ailleurs, Ikosa, la musique de l'épisode fait beaucoup penser à Trifecta, qui est une autre composition de Oliver Buckland. La musique de fin relève aussi de son talent. Il a pris un livestock d'enchères et l'a remixé. Il faut savoir qu'en Amérique, c'est devenu un petit phénomène de curiosité, les commissaires-priseurs qui enchaînent très vite les chiffres. Car il est vrai que d'une part c'est une prouesse, mais ça s'apparente aussi à de la musique. D'ailleurs sur Spotify, malgré que la chanson date d'il y a 8 ans au moment où je tourne cette vidéo, Oliver Buckland a modifié la miniature pour ajouter le chien dans un sablier pour faire référence à la série Aina. Pour ce qui est des bruitages, ce n'est pas crédité, mais ils proviennent de RuneScape, un MMORPG gratuit qui a gâché la vie de tout un tas de jeunes car c'est addictif et chronophage.
Attardons-nous plus en détail sur les doubleurs. Nous avons Mark Raffanen pour la partie joyeuse de Aina, que vous ne pouvez entendre que dans cet épisode. Et on n'en parlera pas plus, car ce cher monsieur a été accusé de grooming. Sachant que c'était vraiment quelqu'un de connu qui a participé à pas mal de parodies sur le net et des vidéos massivement vues. Pour la partie triste de Ena et Mooney, nous avons Lizzie Freeman. Oui, ça ne rigole pas, c'est une doubleuse très connue par les anglophones car elle a participé au doublage d'animés, des trucs sur le net ou même des jeux comme Raincode, God Eater ou encore un petit jeu du nom de Genshin Impact. Je pense que Roelge l'a reprise car elle avait doublé un personnage de Hands Up qui est une autre de ses séries. Enfin, nous avons confirmation que ces choses sont des tombes. Alejandro Haze Fletes avait déjà collaboré par le passé avec Roelge sur ses anciennes séries Dora the Teenager ou Two Hands One President. Nous avons une certaine ABF qui a vérifié le script, mais surtout le talentueux Utunui qui a fait le chien dans un sablier en 3D. Il a aussi créé des modèles qui ont servi de référence pour Mooney et Aina au niveau de l'animation. A savoir qu'il fait tout sur Blender et que je n'autorise personne à le critiquer car il aime les Bionicle. Aussi, cette personne est espagnole et a suivi les précédents travaux de Roelge et c'est probablement pour ça qu'ils ont fini par se croiser sur un projet commun. D'ailleurs, elle rend ses modèles toujours accessibles gratuitement et ça, c'est vraiment cool. Enfin, nous avons des remerciements pour Miss Wolf qui est quelqu'un d'important pour Roelge car cette personne l'a soutenu dans des précédents projets comme Hands Up. Et oui, ça nous fait une équipe de 7 personnes, ce qui est pas mal pour un projet amateur gratuit. Ceci conclut ce deuxième épisode des petits détails de Aina. Toutefois, on peut se demander pourquoi autant de popularité d'un coup. Eh bien, je pense que c'est parce que Aina s'est démarquée du reste. En effet, vers 2000-2021, on a commencé à voir beaucoup d'œuvres qui reprenaient le style analogue, mais très souvent, elles portaient sur l'horreur et le creepy, alors que la série Aina veut juste proposer quelque chose de fun et une véritable curiosité. Beaucoup font le rapprochement de Aina avec les Lost Media. C'est vrai qu'on pourrait voir Aina comme une série obscure dont on retrouverait les épisodes 15 ans plus tard. Quand on lit les commentaires, on se rend compte que c'est surtout la fascination qui en ressort, notamment pour l'animation. Il y a quelque chose de captivant dans la façon dont bouge Ena, parle le commissaire-priseur, etc. C'est ainsi que la Picasso Girl commença à conquérir le cœur d'internet, mais ce n'est que le début. À la prochaine.